intervention. La suite de notre programme prévoit un break, le temps de se rafraîchir et de revenir. Compte tenu de ce que nous avons déjà dépassé légèrement le temps qui nous a été imparti, nous allons vous prier de ne pas perdre de temps et d'aller juste au hall là pour vous rafraîchir. Néanmoins, toutes les personnes qui nous allons reprendre dans 25-30 minutes. Merci. Il y a eu un vaste champ thématique qui a été déblayé par ces conversations-là. Et il est question donc que nous rassemblions déjà, est structuré en deux niveaux d'intervention, ensuite un débat interactif. Le premier niveau d'intervention incombe aux États et le second niveau d'intervention appellera les contributions des autres participants. Nous pensons ici notamment les autres pour que nous récoltions déjà les premiers éléments en termes de synthèse, de recommandations, de propositions, de suggestions, de remarques par rapport à nos conversations depuis hier. Et ensuite, donc, ce sera le tour des autres participants. Si jamais cette démarche vous convient, nous allons l'adopter et avancer. Je regarde la salle. Je pense que tout le monde est d'accord. Je vous remercie. Je voudrais donc inviter les honorables délégués de l'Angola pour leur prise de parole à travers leur chef de délégation. Toda a atividade que está a ser desenvolvida nesta manhã. Ontem não fiz a apresentação do meu colega. Faço-me acompanhar pelo meu colega, representante da Embaixada de Angola na Guiné Equatorial. Relativamente à nossa intervenção, o que eu tenho a dizer, em primeiro lugar, é que, enquanto representante do Ombudsman ou mediador da República de Angola, a doutora Florbela Rocha Araújo, importa aqui frisar que este órgão, provedor de justiça em Angola, não é, ou pelo menos ainda não é, Instituição Nacional dos Direitos Humanos. Mas há uma proposta que já foi apresentada em que consigna essa possibilidade, esta ideia muito partilhada de que o provedor de justiça de Angola pudesse vir também a ser Instituição Nacional dos Direitos Humanos. Mas ainda assim, o provedor de justiça da República de Angola tem desenvolvido atividades... Sorry. I want to invite the delegate of Angola to help us and give us some time to make sure everybody can hear him and that the translation work. Because some of us have technical issue. I'm not hearing the translation. So if the translators or the technicians can come and explain how it works, that'll probably be good. What is the channel? On a quelques difficultés sur le plan technique là. Moi, je n'arrive pas à suivre la translation. Je ne sais pas si vous êtes dans le même cas que moi. Ouais. Benoît, est-ce que les techniciens peuvent venir là? Oui. Bem, é preciso repetir o que eu disse? Acho que não. Não sei se...
Toi, tu les as? Sim, ele. Dizia eu que ontem, durante a nossa intervenção, não tivemos oportunidade de apresentar o nosso colega, que é funcionário da Embaixada da República de Angola na República da Guiné Equatorial, que está aqui presente. E eu queria dar nota, antes de concretamente apresentarmos as nossas contribuições, queria dar nota do facto de que a Provedora de Justiça da República de Angola foi muito recentemente eleita presidente da Associação dos Ombudsmans e Mediadores africanos, no dia 29 do mês passado. Ela, ao assumir esta responsabilidade, também, de certeza, estará a assumir os desafios dos direitos humanos. Porque temos a plena consciência, enquanto Provedoria de Justiça, de que o Provedor de Justiça, ao defender, nos termos da Constituição, os direitos fundamentais, está a defender e a promover os direitos humanos. Pois que os direitos fundamentais são direitos humanos, segundo a doutrina não só recente, mas também que tem um grande número de apoiantes. Quem defende os direitos fundamentais defende os direitos humanos. E, neste sentido, a Provedora de Justiça da República de Angola, consciente desta perspectiva, ela é defensora dos direitos humanos, embora não tenha um mandato expresso sobre os direitos humanos. Como dizia, o Provedor de Justiça de Angola não é ainda instituição nacional dos direitos humanos. Embora haja uma proposta de revisão do próprio estatuto, enquanto isso se aguarda pela legislação. Mas ele tem desenvolvido, o Provedor de Justiça de Angola tem desenvolvido atividades concernentes à promoção e defesa dos direitos humanos. Todos os anos ele realiza uma atividade nessa altura, em memória, em comemoração do 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. E assim está prevista uma cerimónia, uma atividade para o dia 13 de dezembro. Está em preparação bastante avançada para exatamente comemorar o Dia dos Direitos Humanos. E o tema é quase o mesmo, este é apresentado pelas Nações Unidas, que, de facto, os direitos humanos sejam para todos, que a dignidade da pessoa humana seja respeitada exatamente sem discriminação. Em relação à temática, sobretudo o segundo tema, que versa sobre a importância das instituições nacionais dos direitos humanos, nós concordamos que sim, os direitos humanos são fundamentais, são essenciais para a consolidação do próprio Estado democrático de direito. Sem direitos humanos não há democracia, e sem democracia também não há liberdade.
E o provedor da justiça, nos termos da nossa Constituição da República de Angola, é o defensor dos direitos, liberdades e garantias. E ele também tem um mandato muito específico. Ele cuida, vela, acompanha os estabelecimentos penitenciários. E é ali, nos estabelecimentos penitenciários, onde de facto se joga o papel importante na defesa e promoção dos direitos humanos. Constantemente, permanentemente, a Provedora de Justiça visita esses estabelecimentos penitenciários. Todo o país, quase todos os estabelecimentos penitenciários foram visitados pelo menos 2 vezes. Pelo menos 2 vezes, todo o país. Como sabem, Angola tem uma extensão muito grande. E o provedor de justiça, porque não pode estar em todo lado, a lei prevê a possibilidade de se criarem os serviços provinciais, representações do provedor de justiça. E Angola tem 18 províncias. Das 18, 11 têm representações dos serviços da Provedoria de Justiça. Lá onde não haja serviços da Provedoria de Justiça, constantemente essas localidades são visitadas para acompanhar não só os estabelecimentos penitenciários, mas também os centros de internamento dos menores, dos incapazes, dos mais vulneráveis. Portanto, nesta perspectiva, penso que o provedor de justiça também está a contribuir na promoção e defesa dos direitos humanos. Daí a importância que o próprio órgão confere a esta faceta dos direitos humanos e interage permanentemente também com outras associações que cuidam dos direitos humanos, recebe-os em audiências, interagem, convida-os para a assistência, para testemunhar também os atos solenes da Provedoria de Justiça, para dizer que o Provedor de Justiça e as associações dos direitos humanos andam de mãos juntas. Aliás, também a Provedora de Justiça da República de Angola ainda é presidente da rede dos provedores da CPLP e das Comissões Nacionais dos Direitos Humanos da CPLP. Portanto, falar dos direitos humanos, falar do Provedor de Justiça, digamos assim, são instituições muito próximas. Também há instituições aqui em África que o provedor tem esses 2 mandatos. Mandato enquanto ombudsman e mandato enquanto Instituição Nacional dos Direitos Humanos. Muito obrigado pela atenção. Merci beaucoup au chef de délégation de l'Angola pour cette contribution à la conversation. On a eu quelques difficultés sur le plan technique, donc j'encourage pour que la contribution soit prise dans son exhaustivité. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant inviter l'honorable chef de délégation de la République démocratique du Congo pour sa contribution à cette synthèse. Et encore une fois, au nom de Son Excellence le ministre des Droits humains qui nous a délégué à cet important événement en marge du 20e anniversaire du Centre et du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je tiens à donc remercier les organisateurs pour avoir pensé à nous inviter, à nous convier à cette importante activité. La République démocratique du Congo, vous le savez, s'est retrouvée dans une situation pendant de nombreuses années assez compliquée, notamment dans l'est du pays, avec
la guerre qui nous a été imposée, qui nous est imposée. Et en dépit de cela, le gouvernement de la RDC n'a pas ménagé ses efforts, et le chef de l'État également, afin de faire de la promotion des droits de l'homme un élément important de sa politique. Il est vrai que, comme les interventions de tout à l'heure l'ont fait voir, la démocratie a ses exigences et, comme le ministre aime le dire, le ministère des droits de l'homme est un peu comme la conscience du gouvernement, dans le sens où il faut par moment aller à contre-courant de ce que veut ou de ce que pense la majorité, parce que justement, il y a une volonté de mettre les droits de l'homme en avant dans tous les actes qui sont posés. Et donc, comme je l'ai dit, en dépit des difficultés, en dépit de cette crise que nous connaissons à l'est du pays, mais il est important de maintenir cette volonté, cette détermination de pouvoir mettre en avant la promotion et la protection des droits de l'homme. Et cela s'est manifesté dès l'instant où le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, a pris ses fonctions, lorsqu'il a sollicité de Mme Bachelet, qui était à l'époque la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, pour solliciter l'accompagnement du Haut Commissariat afin de pouvoir accompagner la République démocratique du Congo dans l'implémentation et la mise en œuvre de la justice transitionnelle. Ça, je l'avais évoqué déjà hier au cours de ma petite intervention. Mais aussi, il y a un ensemble important de textes de loi qui ont été votés et promulgués par le chef de l'État, des textes de loi qui étaient importants et qui faisaient l'objet, pour certains, de recommandations au niveau de l'examen périodique universel, et qu'il fallait absolument mettre en œuvre pour justement élargir le spectre de la promotion des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Donc, d'importantes lois ont été votées. Il y a la loi portant promotion, protection des personnes vivant avec handicap. Il y a la loi portant promotion et protection des personnes autochtones pygmées. Il y a la loi qui venait d'être promulguée sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. Il y a également un important texte sur les violences, on appelle communément la loi sur les réparations, qui vise les violences sexuelles faites aux femmes en période de conflit. Vous savez que le viol a été ou est utilisé comme arme de guerre et qu'il fallait absolument mettre en place une loi qui puisse non seulement réprimer, mais également mettre en avant la position des victimes. Et cela a été fait à travers cette loi qui a été mise en œuvre et qui a été promulguée par le chef de l'État. Il y a également la loi qui modifie le code pénal par rapport à la torture. Il fallait également que l'on puisse réprimer de manière particulière ces actes qui sont posés en termes de torture et de traitement dégradant. Et toutes ces lois permettront de pouvoir non seulement assainir l'environnement sur le plan des droits de l'homme, mais également de pouvoir mettre en place, à travers les mesures d'application, des éléments qui pourront faire en sorte qu'il puisse y avoir une action réelle sur terrain. Parce que souvent, on le constate, les lois, elles sont effectivement votées, elles sont promulguées, mais il y a un souci dans l'application de ces mêmes lois. Et c'est là où nous profitons de notre présence ici pour féliciter l'action de la société civile. Depuis que le ministre des Droits humains est en fonction, nous sommes heureux de constater que la société civile est non seulement
comme une chienne de garde, c'est-à-dire une sorte de défenseur sur terrain des actions qui sont posées à certains moments par les pouvoirs publics, mais aussi qui ne s'érige pas simplement en censeur, en personnes qui sont là pour la contradiction, mais que la société civile aujourd'hui apporte également des solutions, fait des propositions concrètes. Et nous pouvons le dire en République démocratique du Congo depuis un certain temps, qu'il s'agisse du gouvernement et de la société civile, travaillent en étroite collaboration justement pour l'intérêt des personnes et pour la promotion des droits de l'homme. Mais d'autre part, il y a également dans le cadre de la sphère des libertés une loi qui va être également promulguée par rapport à la liberté de la presse. C'est également important. Le chef de l'État en a fait également un axe majeur de son mandat. Il faut que la liberté de la presse puisse être mise en avant, sous certaines, effectivement, conditions aussi. Liberté n'est pas libertinage, mais je crois qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on constate réellement qu'il y a une volonté que les droits de l'homme, quelles que soient les circonstances, soient respectés et que l'approche basée sur les droits de l'homme soit une approche qui puisse toucher tous les secteurs. J'aime toujours le dire, quand on parle des droits de l'homme, il n'y a pas de secteur autant transversal que les droits de l'homme et que le ministère des droits de l'homme. Et il a fallu du temps pour que les autorités, d'une part, mais que dans l'ensemble même de la population, on comprenne que dans toutes les sphères de la vie sociale, il y avait une approche qui devait être basée sur les droits de l'homme. Les droits, ils sont économiques, socio-culturels, ils sont civils, politiques. Il y a les droits de la troisième génération, ce qui signifie que l'on parle du droit de pouvoir vivre dans un environnement sain, de pouvoir bénéficier des richesses. Le professeur hier, l'ambassadeur du Congo-Brazza ici au Cameroun, l'avait évoqué. Il est important de pouvoir élargir la réflexion et que toute personne puisse être ou se considérer comme un défenseur des droits de l'homme, parce que l'on soit pouvoir politique aujourd'hui, on peut être dans l'opposition demain et vice-versa, et on sait que lorsque de manière égale et lorsque de façon à considérer toute personne comme étant un sujet de droit, sans exception, il y a possibilité effectivement qu'il y ait une approche basée sur les droits de l'homme qui puisse générer plus ou moins de satisfaction dans les populations. Il y a aussi, je l'avais dit hier, vous le savez, la République démocratique du Congo est un pays en grande partie qui vit de son exploitation minière. Et dans le secteur également, il était important de pouvoir mettre les droits de l'homme en avant. Pour la première fois, lors de la semaine minière qui se déroule chaque année dans le Katanga, pour la première fois, les droits de l'homme, le ministre des droits de l'homme a eu à intervenir comme panéliste, et l'initiative des principes volontaires à laquelle la RDC a adhéré a effectivement démontré qu'il était important que même dans ce secteur-là, il y ait une approche qui soit basée sur les droits de l'homme, pas seulement dans le cadre de l'exploitation, mais dans le cadre de la protection des populations riveraines qui doivent bénéficier de l'exploitation qui est faite. L'exploitation par les entreprises minières ne doit pas être faite de manière sauvage pour un gain uniquement de ceux qui exploitent, mais il faut que les populations qui vivent dans les zones riveraines puissent réellement profiter des richesses que les entrepreneurs, que les hommes d'affaires, que les sociétés viennent pour exploitation. Et donc, à travers l'initiative des principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme dans le secteur extractif, cet instrument, à travers des bonnes pratiques, permet aussi d'avoir un œil regardant en matière de droits de l'homme. Donc je pense que la RDC est effectivement engagée, et ses autorités également, dans une approche qui puisse mettre l'homme au centre de toute action
et donc les droits de l'homme doivent constituer l'élément déterminant de toute action, qu'elle se veut politique, économique ou sociale. Je vous remercie. Merci à l'honorable chef de délégation de la RD. Qui m'est donnée, qui m'est offerte. Je voudrais, aux côtés de la délégation qui m'accompagne, la délégation gabonaise, exprimer au centre des Nations Unies basé à Yaoundé et au gouvernement camerounais de l'accueil et de l'hospitalité dont nous avons été témoins pendant notre séjour ici au Cameroun. Ceci étant dit, Monsieur le Président, nous saluons la qualité des travaux depuis hier jusqu'ici et nous pensons que ces commémorations vont aider dans le cadre du renforcement de la vision du centre, vont aider le centre à redéfinir ses politiques, à se redonner de nouvelles orientations afin d'être beaucoup plus efficace au niveau de son action dans la sous-région. J'ai indiqué hier que la République du Gabon est engagée sur une nouvelle voie. Comme vous le savez, vous suivez de près l'actualité au niveau du Gabon depuis ces 3 derniers mois. Les autorités de transition ont été fermes sur les questions de droits de l'homme. Je rappelle que le coup d'État dont on parle à Libreville, nous l'appelons pas coup d'État, nous l'appelons coup de liberté ou coup de libération. Il est très important pour nous de le relever ici. Et les autorités de Libreville travaillent depuis le soir du 30 août 2023 à restaurer les institutions de la République. Et ceci est très clair dans la dénomination que les autorités ont bien voulu donner à cette transition. La transition va être basée essentiellement sur la restauration des institutions. Et lorsqu'on parle de la restauration, honorable délégué, Monsieur le Président, c'est que quelque part, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Et donc, il faut travailler pour remettre les choses dans le sens souhaité par l'ensemble des populations, par l'ensemble des citoyens de ce pays-là. Et donc, au niveau du Gabon, nous avons mis en place plusieurs mécanismes. Les hommes passent, mais l'intérêt de la nation est pour nous essentiel et important. Donc, plusieurs actions ont été menées jusqu'ici dans le cadre de la préservation des droits et de leur protection. Nous avons mis en place un programme que nous avons dénommé Gabon Égalité. Et dans le cadre de ce programme, nous accueillons des femmes qui sont par moments victimes de violences pour les accompagner, pour les encadrer, afin qu'elles retrouvent leur dignité, qu'elles retrouvent leur honneur, lorsque leur dignité et leur honneur ont été par moments mis à mal par les mêmes citoyens parfois qui ont des comportements, j'ai envie de dire, déviants, mais aussi parfois par l'ignorance de la loi. L'ignorance de la loi. Et comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc ce cadre-là, Gabon Égalité,
C'est un centre d'accueil qui écoute les femmes, qui expose sur leurs préoccupations, et je crois qu'il fonctionne à merveille. À côté de cela, le gouvernement a mis un accent sur la transparence au niveau de la gestion de la chose publique. Ce qui fait que le citoyen gabonais aujourd'hui peuvent accéder à toutes les informations concernant la vie de la République. Et c'est important, c'est très important. Donc cette transparence dans la gestion de la chose publique va commander à ce que chacun soit responsable devant la nation, mais surtout devant la loi. Devant la nation, mais surtout devant la loi. Du point de vue de notre code pénal, les autorités l'ont d'ailleurs rappelé, notre code pourrait connaître dans les jours à venir quelques modifications pour intégrer la nouvelle vision des autorités. Pour intégrer la nouvelle vision des autorités sur certains aspects du droit ou sur certains aspects des droits de l'homme qui n'ont pas été peut-être certainement ou clairement définis par notre code. Il reviendra donc au sectoriel concerné, donc le ministère de la Justice qui y travaille déjà, n'est-ce pas, dans le cadre de ce que les autorités veulent voir intégré dans le nouveau code, faire en sorte que ces éléments-là soient pris en compte. Mais en même temps, au niveau de la loi fondamentale, comme vous le savez, c'est une transition qui devra durer, les autorités l'ont déjà dit, donc il n'y a pas de flou à ce niveau-là. C'est une transition qui prendra 2 ans, et le président l'a dit très clairement, au-delà de l'effet populaire ou du populisme qui peut se manifester au niveau des citoyens ou des populations qui estiment que, bon, on sort de loin grâce à ces nouvelles autorités-là que nous respirons. Mais vous savez que le populisme ne fait pas le droit. Donc, les autorités l'ont dit clairement, l'ont indiqué clairement, après la mise en place des institutions qui sont solides, qui soient solides, confortables et claires, et au sortir donc des élections, les Gabonais auront la liberté de choisir les autorités qui pourront désormais prendre les commandes du pays. Voilà. Et sur ce point précis, vous êtes sans ignorer que depuis quelques semaines, depuis 1 mois presque, les populations, toutes les couches sociales, la société civile, tous les acteurs, toutes les parties prenantes dans ces problématiques de droits de l'homme ont été invités par les nouvelles autorités à travailler pour contribuer à l'élaboration des politiques, à faire des propositions qui pourraient aider les nouvelles autorités à faire aboutir la transition dans notre pays. Et vous l'avez constaté, dès la mise en place du nouveau gouvernement de la transition, le chef de l'État a mis en place un gouvernement inclusif qui a pris en compte toutes les couches sociales de notre pays. Le gouvernement, la société civile, les acteurs à tous les niveaux sont représentés au sein de notre gouvernement. Je pourrais même dire que les acteurs, les défenseurs des droits de l'homme, tous ces acteurs-là sont représentés, je peux m'abuser, à près de 75% au sein du gouvernement. Mais il n'y a pas que le gouvernement. Vous avez la nouvelle Assemblée nationale de transition qui a été également mise en place. Et de cette nouvelle Assemblée de transition, vous trouvez des composantes
des partis politiques de l'opposition, des composantes du parti politique, de l'ancien parti politique au pouvoir, et bien des composantes également de la société civile qui sont représentées au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est pour vous dire qu'il y a une volonté affichée et manifeste des nouvelles autorités de travailler dans l'inclusivité qui est un principe de fond, hein, dans le cadre de la prise en compte des revendications, dans le cadre de la prise en compte des droits des gens. Il y a cela. Il y a également que, au niveau du dialogue politique prévu, je l'ai déjà indiqué, et donc, le gouvernement ne s'est pas arrêté là. Les contributions de la société civile et de toutes les parties prenantes au prochain dialogue national ne viennent pas simplement de ces différents acteurs-là, mais de tout autre citoyen. Jusqu'à il y a quelques jours, l'institution qui a été mise en place, c'est-à-dire le ministère de la Réforme des institutions, a reçu à peu près plus de 20 000, je peux m'abuser, plus de 20 000 contributions directes émanant des différents acteurs et des citoyens, des populations, quel que soit le canton, le département, la région. Voilà, les Gabonais ont travaillé pour communiquer au gouvernement de la transition ce que eux, ils estiment, ce qu'ils pensent être des politiques à prendre, à mettre en place pour leur bonheur, pour leur bien-être. Donc ce travail de compilation est en train d'être fait. Il y a un bureau qui a été mis en place pour la compile et au terme de cela, nous verrons comment ces différentes compilations pourraient donc être transmises pour élaborer de manière consensuelle et inclusive, n'est-ce pas, le narratif qui devra conduire le dialogue national. Il y a ça. La compilation a été faite au niveau de la capitale. Comme vous l'avez suivi, le Premier ministre est revenu pour dire il a donné l'ordre, l'instruction ou mandat aux responsables des régions, donc aux gouverneurs, d'organiser également au niveau provincial cette écoute-là, de collecter également les contributions de façon à les faire remonter, à la capitale pour leur prise en compte. Donc, pour notre part, la question des droits de l'homme au Gabon, je peux dire comme partout ailleurs, nous travaillons à consolider, nous travaillons à avancer dans le sens souhaité par les organes conventionnels. Nous travaillons à faire en sorte que notre pays respecte ses engagements, c'est ce que les autorités ont rappelé, n'ont eu de cesse de rappeler. Le président a dit que les engagements du Gabon seront respectés et préservés. C'est ce que nous continuons à faire, que ce soit au niveau régional, qu'au niveau international et qu'au niveau du système donc des Nations Unies. Avant que je ne termine mon propos, je voudrais peut-être formuler quelques recommandations au niveau du centre. La première, c'est nous avons tous entendu les différentes délégations relever la question de la faiblesse de nos institutions nationales des droits de l'homme. Je pense que le centre a pleinement joué son rôle ces 20 dernières années, mais peut-être qu'il devra davantage renforcer ce rôle, l'accroître aux côtés des gouvernements, des différents gouvernements de la communauté, de telle sorte que
le dialogue entre le centre et les gouvernements soit un dialogue clair en ce qui concerne la prise en compte, n'est-ce pas, du statut des CNDH dans notre pays. La question de la formation a été relevée par les précédentes délégations. C'est un aspect important, que ce soit au niveau institutionnel ou au niveau de la CNDH et même au niveau des acteurs non étatiques. Nous pensons que le centre devrait continuer à travailler pour le renforcement des capacités qu'il fait déjà, mais peut-être rendre ces activités beaucoup plus accrues de façon à ce que ça soit visible sur le terrain. En ce qui concerne la question que j'ai relevée au sortir donc de la présentation du professeur Mukongo, j'ai relevé deux questions au niveau de l'eau et au niveau des terres. Je pense pour ma part, et pour notre part, que la question de l'eau est une question centrale et qu'en dehors des organes comme le PIAC ou le PAC que nous connaissons, qui est un organe de la sous-région qui travaille, mais peut-être dans le cas de l'électrification de la sous-région, mais la problématique de l'eau reste quand même un problème. Nous avons encore dans notre sous-région des villages, des départements, des pans entiers qui vivent de l'eau des fleuves, l'eau de rivières. Je crois que le droit à l'alimentation en eau est un droit fondamental et l'eau de bonne qualité. Il ne se passe pas de jour où on relève que la qualité de nos différentes eaux vraiment n'est pas celle-là. Je crois qu'à ce niveau-là, le centre qui se préoccupe de ces questions devrait continuer à travailler aux côtés des administrations en charge de l'énergie ou de l'hydraulique dans nos différents pays pour faire mener ce plaidoyer de l'eau, qui constitue également un droit important, le plaidoyer de l'eau au niveau des institutions qui traitent de cette matière-là au sein de nos différents gouvernements. Au niveau des terres, nous pensons que la question soulevée, je crois, par le professeur, le directeur Mobiala, je peux me tromper, nous sommes dans une situation où certains opérateurs qui ont été chassés dans certaines régions sont en train de prendre le pas dans le continent africain et même dans la sous-région. Les opérateurs asiatiques qui opèrent dans le palmier, etc., ils arrivent, mais nous savons tous que quand ils arrivent, c'est pour se faire du business, et que ce business ne profite pas forcément à nos populations. Ce business ne profite pas forcément aux populations de la sous-région. Et donc, nous devrions travailler à être beaucoup plus lucides, parce que, mais vous le savez, il y a des consortiums qui ont été complètement chassés des régions voisines du continent, ou même à côté à Madagascar. Les questions de réforme agraire sont des questions centrales et lesquelles commandent que nous y réfléchissons. Est-ce que le palmier est un bel arbre? Et lorsqu'on y plante, qu'est-ce qu'on y met? Est-ce que les sols sont protégés, etc., etc. Parce que, en même temps, nous avons les soucis de développement. En même temps, s'il y a des cultures qui ne sont pas de nature à favoriser le développement de nos populations, des cultures qui viennent tuer nos terres, vous comprendrez que nous serons exposés à tout risque. Nous serons exposés à tout risque. Donc, sur la question
réforme agraire au niveau de la sous-région, il nous faut, et ça j'interpelle les honorables délégués et chefs délégation, mais y compris la société civile et les autres acteurs qui savent bien faire ce genre de plaidoyer. Il est bien vrai que nous sommes des pays en développement, mais faisons des choix, je pense, des choix responsables au niveau des opérateurs qui arrivent nous accompagner pour le bonheur de nos populations. Je terminerai enfin, Monsieur le Président, pour dire et exprimer tous nos remerciements au centre pour l'attention particulière, nos remerciements à l'ensemble des panélistes, nos remerciements à vous-même qui êtes là pour la qualité des travaux et l'échange interactif que nous apprécions hautement. Je vous remercie. Nation. Les droits de l'homme aujourd'hui est une question transversale. Et cela demeure l'une des conditionnalités premières de les rapports entre les citoyens et l'État et nécessaire au développement harmonieux de ces derniers. Aucun État dans la dynamique du développement intercommunautaire ne peut se soustraire au respect des droits de l'homme. Raison pour laquelle nous, le ministère des Affaires étrangères, on s'est engagé à ratifier un bon nombre de traités et conventions internationaux, à l'instar du protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais aussi le pacte international relatif aux droits économiques et socioculturels, à la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, Convention relative aux droits de l'homme, aux droits de l'enfant, ratifiée également, ainsi que la Convention relative aux droits des personnes vivant avec handicap. C'est pour cette raison que le Congo s'est engagé à déposer d'ici 2024 tous ces éléments de ratification afin de s'y conformer aux exigences des Nations Unies. En octobre dernier, le Congo a bénéficié d'une formation organisée par les Nations Unies sur la rédaction des rapports relatifs aux droits économiques et socioculturels. Cette formation a permis aux experts congolais de renforcer leurs capacités et à rédiger le rapport irrélatif. En termes de recommandations, le Congo suggère ou fait un plaidoyer auprès de la CAC pour la création d'un réseau sous-régional des institutions nationales des droits de l'homme d'Afrique centrale. Telle a été l'économie de notre déclaration. Je voudrais remercier l'honorable chef de délégation du Congo pour cette contribution assortie de recommandations. Je vais à présent inviter l'honorable représentant de la République centrafricaine pour la contribution. Honorable modérateur, je vous remercie. La délégation de la République centrafricaine à la justice est chargée de la promotion des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Je suis magistrat. Mon collègue aussi chargé de mission au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Matunda. Nous sommes deux au nom du gouvernement et sur le rang de derrière, Madame la vice-présidente de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales
et un frère aussi de la société civile, M. Kozo. Bon, les remarques ont été faites hier. Nous avons eu l'occasion, lors de ce même dialogue interactif, de faire le tour de toutes les questions, de faire la situation des droits de l'homme en République centrafricaine. Je ne vais pas trop y revenir, mais je vais faire deux remarques sur deux points. La première remarque, c'est sur la Commission nationale des droits de l'homme, ou bien les institutions nationales des droits de l'homme, et particulièrement leur relation avec le gouvernement. J'ai noté tout à l'heure dans l'intervention de mon cher aîné à côté, il a fait état des difficultés ou bien ce que je qualifierais de la persécution de certains responsables ou bien des présidents des commissions par certains gouvernements, ce qui est un fait, ce qui est vrai. Mais à l'inverse, je voudrais aussi, et là je partage un peu mon expérience, ma modeste expérience avec nos frères qui sont appelés à manager ces institutions des droits de l'homme, c'est de ne pas percevoir l'indépendance que les textes ou bien les instruments internationaux et les lois nationales leur accordent comme, je vais dire, un élément, j'allais dire, de conflit avec le gouvernement. Moi, je suis juge je suis magistrat de profession, j'ai été juge. Le juge est agent de l'État, donc payé par les pouvoirs publics. Mais ça ne l'empêche pas d'affirmer son indépendance dans le respect strict de la loi, dans le cadre de son travail. Ensuite, là, j'ai été secrétaire général de la commission électorale, porte-parole, et là encore une institution indépendante. Lorsque nous avons commencé notre mandat pendant les périodes de crise, mais la crise violente que la RCA a connue, nous étions chargés d'organiser les élections de sortie de crise. Nous avons suivi des tentatives d'embrigadement au début de notre mandat, je l'avoue, mais sans prendre le tambour ni la trompette. Notre équipe, nous avons en toute discrétion, mais avec fermeté, imposé notre indépendance, et finalement les pouvoirs publics se sont alignés. Donc je fais ces remarques pour dire que je pense qu'il n'est pas dans l'intérêt de la commission électorale, de la Commission nationale des droits de l'homme, ou bien des institutions nationales des droits de l'homme, de s'installer dans une espèce de conflit ou de rapport conflictuel avec le gouvernement, ce qui les dessert forcément, et ce qui dessert aussi la cause des droits de l'homme que nous avons en partage. Et donc il est vraiment important pour que, en dénonçant, c'est vrai, les difficultés que les commissions rencontrent dans l'exercice de leur mission, mais aussi attirer leur attention sur le fait qu'ils ne sont pas les adversaires du gouvernement. D'ailleurs, dans la définition de leur mission, il est expressément spécifié que les institutions sont des conseillers pour le gouvernement. Ça n'empêche pas les libertés de temps dans leur rapport, les dénonciations qu'ils doivent faire, mais il est important qu'ils sachent qu'ils gagneraient à entretenir de bons rapports avec le gouvernement. Je voudrais me féliciter de ce que la vice-présidente a déclaré ici, que la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la République centrafricaine entretient de bons rapports avec le ministère de la Justice en charge des droits de l'homme. Et je suis le principal animateur auprès du ministre d'État, et donc je pense pouvoir faire davantage pour que cette commission remplisse bien sa mission. Ma deuxième remarque, c'est sur la politique nationale des droits de l'homme de la République centrafricaine. J'en ai parlé hier, je reviens dessus succinctement, parce que dorénavant, la République centrafricaine s'est dotée de ce document de stratégie globale, qui est le cadre unique maintenant de coordination, de mise en œuvre de toutes les actions en matière de droits de l'homme. Et ceci en exécution de l'une des recommandations acceptées lors du passage du pays à l'examen périodique universel en 2018 au 3e cycle. Ce document a été élaboré sur un processus participatif à tous les niveaux. Un travail au niveau des consultants, la consultation des personnes, on va dire, d'intérêt, des organisations de la société civile, des pouvoirs publics, des médias et autres. Et donc, ce document existe aujourd'hui
Et nous allons le vulgariser et nous avons fait un plaidoyer en octobre à Genève auprès du Conseil des droits de l'homme, du Haut Commissariat, auprès d'autres structures en charge des droits de l'homme. Nous avons reçu des échos favorables. Et donc j'en parle aujourd'hui pour informer aussi le centre que dorénavant la RCA dispose de ce document. Ce document décline quatre axes d'action. Le premier axe relatif aux droits civils et politiques, donc les droits de l'homme de la première génération. On a posé un diagnostic que nous voulons exhaustif et on a fait l'état des lieux et justement on a défini des actions à mener. Le deuxième axe concerne les droits économiques, sociaux et culturels, deuxième génération donc, et le troisième axe, c'est consacré aux droits catégoriels. Femmes, enfants, personnes vulnérables, personnes déplacées internes, réfugiés et autres, et à déboucher donc sur les droits de l'homme de la troisième génération, à savoir droit au développement, à la paix et sécurité, à un environnement sain et tout ceci. Et quatrième et dernier axe, c'est le mécanisme de pilotage, de coopération, de collaboration en interne, sur le plan sous-régional, régional et international, universel, je veux dire. Donc voilà, ce document, il existe, la RCA le partagera volontiers. Mais je fais cette petite présentation parce que c'est à travers donc la mise en l'élaboration de ce document qu'il s'est tenu une table ronde de haut niveau. Et à l'issue donc de cette table ronde, nous avons ressorti nos engagements en réponse à l'initiative 75. Les engagements suite à l'appel du secrétaire général, et ces engagements sont déjà inscrits sur la plateforme dédiée par le Haut Commissariat et que nous allons présenter tout à l'heure lorsqu'il nous le sera demandé. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, honorables distingués invités, merci. Je réponds au nom donc de Mbaye Grangar de Valérie. Je suis le directeur des droits humains du ministère de la Justice. Je suis donc, avec la délégation, j'ai donc ma collègue Marie-Madeleine des Affaires étrangères que j'ai présentée hier, et également donc le compatriote de la Commission nationale des droits de l'homme. Je voudrais donc commencer par féliciter donc les présentateurs donc de ce matin pour nous avoir entretenus sur les deux sessions. Je pense que hier nous avons donc déjà évoqué la question, l'aspect donc des efforts consentis donc par le gouvernement en matière des droits de l'homme, donc je ne vais pas revenir dessus. Je voudrais donc m'appesantir un peu sur les institutions donc, nationales des droits de l'homme. Chez nous, ça s'appelle la Commission nationale des droits de l'homme, et leur apport ou leur contribution indéniable pour l'ancrage donc de l'état de droit, sinon donc de la démocratie. Pour ce qui est donc du fonctionnement donc de la Commission nationale des droits de l'homme au Tchad, le problème ne se pose pas. Je pense que contrairement à ce qui a été donc évoqué par la vice-présidente donc de la République centrafricaine, je pense qu'au Tchad, la CNDH dispose donc d'un local donc à part entière qui lui permet donc de jouer donc normalement son rôle. Comme vous le savez, le Tchad est donc traverse également donc une période de transition, et dans cette période de transition, la CNDH joue un rôle
important en termes donc de monitoring, de surveillance. Et donc, d'ici le 17, comme je le dis, les Tchadiens vont donc se prononcer sur la forme de l'État. Et donc, en prélude à ce vote, la Commission nationale des droits de l'homme a donc commencé la formation et la sensibilisation donc, des acteurs de la société civile ainsi que les délégués aux droits de l'homme dans les 23 provinces. Et donc, ce qui explique l'importance également et le rôle que joue cette institution dans l'apaisement et donc dans la stabilité recherchée par les autorités donc, du pays. Elle va donc être sur le terrain pour donc observer dans ces élections, rédiger dans son rapport et le rendre donc public. Et donc, pour ce qui est donc de cette mission ou bien de ces actions, je voudrais aussi noter donc en deuxième point la collaboration donc entre la CNDH et le gouvernement, notamment donc le ministère de la Justice, et qui est donc presque comme la porte d'entrée et de sortie en termes donc d'échange donc des correspondances. Et donc, je voudrais donc relever un exemple. Nous avons organisé une enquête sur les cas donc des détentions illégales. Donc, il y a eu un arrêté qui a été pris et le gouvernement a donc bien voulu impliquer et les ADH, y compris donc la CNDH. Et donc, ensemble, nous avons donc mené ces enquêtes pour les établissements donc, pénitentiaires, les violents, des brigades et des commissariats. Ce qui veut dire qu'il y a donc une bonne collaboration. Néanmoins, je voudrais également noter que, comme l'ont donc relevé les collègues, il y a une question d'indépendance qui se pose. Et de cette indépendance, moi je voudrais donc plutôt donc, soulever en termes donc de questions. Est-ce que de l'indépendance dont on parle, les acteurs donc des INDH, est-ce que ces acteurs eux-mêmes contribuent ou bien font le maximum possible pour que cette indépendance puisse donc être effective? À quel niveau donc se situe cette indépendance? Cette indépendance n'est pas seulement liée à la mise à disposition des moyens pour la mission qui est donc la sienne. Elle n'est pas seulement donc liée à la mise à disposition d'un local, mais c'est également la composition donc, des acteurs de la société civile qui constituent donc ici donc, la CNDH. Et donc à ce niveau, et considérant donc le rôle important donc, que joue donc, la CNDH et les INDH de manière générale, je voudrais, je suggère que la désignation donc, des membres puisse donc peut-être obéir à des critères assez contraignants pour que les conseillers puissent donc également donc s'affirmer et afin que cette indépendance puisse donc être effective et être ressentie également donc à travers les enquêtes, les missions et donc conséquemment les rapports qui sont donc publiés. Voici un peu ce que je voudrais donc dire pour ce qui est donc de la Commission nationale donc des droits de l'homme. Je voudrais également donc, comme l'ont souligné mes collègues, solliciter
Et donc l'appui donc du centre en matière donc de formation, pas seulement de la CNDH, mais également donc des institutions étatiques qui donc œuvrent dans le domaine donc de la promotion et le domaine donc des droits de l'homme. C'est-à-dire, je voudrais ici énumérer entre autres donc, le personnel donc, du ministère des Affaires étrangères, le personnel donc, du ministère de la Justice, notamment de la direction des droits de l'homme, parce que les droits de l'homme étant donc un concept complexe et qui nécessite toujours donc un renforcement de capacité, je pense que l'appui donc du centre dans ce domaine donc permettrait au gouvernement de mieux être outillé à travers ses agents pour la traduction en actes donc des valeurs des droits de l'homme. Je vous remercie. Ce centre pour avoir organisé ces assises, certes qui vont nous aider à pouvoir harmoniser nos systèmes de travail en matière de protection et promotion des droits de l'homme. Et je remercie encore le gouvernement camerounais pour l'accueil hospitalier qui nous a été réservé depuis notre arrivée ici à Yaoundé. Pour le Burundi, le gouvernement burundais a pris avec considération les droits de l'homme. Là, je peux dire qu'il y a des avancées significatives en matière des droits de l'homme, d'autant plus que le président de la République lui-même a pris le devant. Il a dit qu'il n'y a pas de développement durable quand il y a des violations des droits de l'homme. Lui-même a donné son numéro de téléphone à la population burundaise pour qu'il soit signalé en cas de violation des droits de l'homme. Donc, c'est une avancée significative que l'on doit saluer. Et puis, pour le Burundi, le gouvernement a tout fait pour mettre en place des textes qui aident le gouvernement et la Commission des droits de l'homme, le CNDH, pour pouvoir prester dans le but d'éradiquer les violations des droits de l'homme. Là, j'apprécie positivement les apports, la volonté manifeste du gouvernement, d'autant plus que parmi les membres du gouvernement, il y a un ministre en charge des droits de l'homme et aussi un ministre de la Justice. Les deux s'impliquent davantage dans le suivi des recommandations émises et aussi pour participer dans des évaluations périodiques qui sont organisées chaque fois qu'ils le font. Et j'apprécie positivement aussi l'implication de tous les partenaires en matière de droits de l'homme. Là, je peux citer, via le ministère des droits de l'homme, il y a des rapporteurs depuis les collines. Les communes essaient de collecter toutes les informations en matière de violations des droits de l'homme. Et il faut une compilation, ils envoient ça au niveau des provinces via une plateforme qui est mise là-bas, justement pour coordonner toutes les informations en matière de violations des droits de l'homme via CDFC. Et cela, après toute compilation, c'est rapporté directement au président de la République. Et là, ils essaient quand même de pouvoir émettre des recommandations au ministre des droits de l'homme et de la justice, mais aussi à la CNDH.
Là, c'est une avancée qui est vraiment louable. Mais aussi, il y a aussi la Commission des droits de l'homme qui est là. Moi, j'ai été commissaire des droits de l'homme il y a 7 ans. Donc, je réalise que la nouvelle Commission des droits de l'homme essaie de ne pas manifester l'inertie. En cas de violation des droits de l'homme, il y a une alerte toujours faite par la Commission des droits de l'homme en collaboration avec ses partenaires. Et puis, comme vous le savez, les droits de l'homme doivent associer tout le monde. Nous apprécions positivement le rôle joué par les médias du Burundi qui essaient de rapporter en Tahiti toutes les violations des droits de l'homme et la Commission essaie quand même d'en donner raison et trouver des solutions durables. Je vais vous donner par exemple le comportement que j'apprécie pour notre commission. Des fois, ils essaient de dénoncer à haute voix. Et ils essaient quand même, s'il y a l'inaction des autorités publiques, ils essaient quand même de mener des actions concrètes, stratégiques, pour pouvoir toucher, créer un terrain de discussion avec les autorités à haut niveau, jusqu'au président de la République. Donc, c'est une avancée significative, parce que ce n'est pas réservé à toutes les commissions de pouvoir saisir toutes les autorités nationales. Dernièrement, j'ai constaté que au niveau du pays, le président de la commission lui-même a essayé de dénoncer certaines violations des droits de l'homme en matière de détention, où il a saisi directement toutes les autorités nationales et cet acte a été salué par tout le monde, que ce soit les associations de la société civile, que ce soit le gouvernement. Donc, nous voyons exactement que tout le monde est saisi, tout le monde est là, justement pour qu'il y ait l'éradication des violations des droits de l'homme. Et là, c'est vraiment un pas qu'il faut saluer. Et puis, comme vous le savez, la Commission nationale des droits de l'homme au Burundi avait perdu son statut B, plutôt A, mais depuis il y a 2 ans, la Commission a repris son statut. C'est vraiment un signe très éloquent qui montre que la Commission des droits de l'homme est actuellement en activité. Donc, ils ont essayé de mettre en place des stratégies de communication avec toutes les autorités, justement, pour pouvoir éradiquer toutes les violations des droits de l'homme. Mais aussi, il a essayé d'associer tous les partenaires, notamment le centre, via le PNUD du Burundi, qui essaie quand même d'encadrer tous les partenaires dans le but de pouvoir travailler en synergie en matière de lutte contre les violations des droits de l'homme et aussi faire une promotion des droits de l'homme via des éducations, des enseignements qui sont donnés aux médias, qui sont donnés aux organisations de la société civile. Comme vous le savez, le Burundi avait passé dans beaucoup de crises, mais actuellement, on se réjouit des résultats via tous les partenaires, que ce soit du gouvernement, que ce soit des institutions des droits de l'homme. C'est vraiment quelque chose à apprécier. Mais aussi, je demanderai à ce que le centre puisse continuer à appuyer le Burundi. Nous avons besoin des appuis multiformes. On ne cesse pas de le dire. Ce centre a beaucoup appuyé le Burundi via le PNUD. C'est quelque chose que nous devons encourager et aussi demander à ce que ce centre continue à soutenir les actes louables qui sont opérés au Burundi. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas
de développement durable sans droits de l'homme. Nous devons tous nous impliquer dans le but de pouvoir essayer de garantir les droits fondamentaux. J'ai constaté que quand nous sommes en train de parler des droits de l'homme, il y a les droits qui sont considérés comme accessoires. Les droits socio-économiques sont très importants pour une société. Depuis hier, nous avons constaté que s'il y a l'inégalité sociale, c'est un élément crucial en matière de droits de l'homme. Nous disons qu'il y a violation des droits de l'homme quand il y a détention arbitraire, quand il y a corruption, quand il y a la mauvaise gouvernance. Donc, il faut des enseignements très solides aux institutions des droits de l'homme pour pouvoir recadrer le système de travail, comment rapporter pour toutes les infractions et pour toutes les violations des droits de l'homme. J'ai constaté que quelqu'un a dit que, lors du premier exposé, qu'il y a des coups d'État qui sont considérés, qui sont actuellement considérés comme choses normales. Mais j'aimerais inviter ce centre à pouvoir prendre le débat pour dire non au coup d'État. Parce que nous privilégions l'élection libre et transparente. Il faut donc prévenir pour que ces coups de force puissent être réalité. Vous pouvez être entendu, vous avez la voix qui pousse loin. Il ne faut pas que l'on accepte, l'on continue à accepter des coups de force. Et le mal qu'il y a, c'est qu'il y a toujours l'inertie quand les coups sont consommés. Donc, il faut prévoir dans les premiers moments les préventions. Essayer de sensibiliser, de faire tout. Ça pourra quand même aider à ce qu'il y ait moins de violence des droits de l'homme. Il y a aussi un grand problème par rapport à l'indépendance des commissions. J'ai constaté que la grande majorité des commissions dépendent directement des gouvernements et les moyens sont minimes. Il faudra penser comment pallier à ce grand problème parce que tu ne peux pas avoir l'indépendance sans moyens. Et les moyens permettront aux commissions de pouvoir travailler efficacement. Je vous remercie. Je voudrais remercier l'honorable chef de délégation du Burundi pour son intervention et inviter l'honorable chef de délégation de Sao Tomé e Príncipe. Presidente, pela palavra que dá a delegação de São Tomé e Príncipe. Nós ontem, no âmbito da nossa apresentação, eu mesma me apresentei enquanto conselheira jurídica de Sua Excelência, Seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidade de São Tomé e Príncipe, e faço-me acompanhar da colega Maria Cristina, do Ministério da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos de São Tomé e Príncipe. Falamos também ontem daquilo que é a Instituição Nacional de Direitos Humanos, que é uma instituição ainda ad hoc para nós, cujo o trabalho tem sido, esses últimos dias, para a criação de uma Instituição Nacional de Direitos Humanos efetiva
e independente, também na perspectiva de criar uma promotoria para questões de direitos humanos em São Tomé e Príncipe. Hoje, é uma instituição que tem trabalhado naquilo que é as questões de direitos humanos. Para efeito, foi criado em 2014 o Gabinete de Direitos Humanos, que, com o princípio de Paris, tem estado a trabalhar na política, não é? Na sensibilização sobre a questão que estamos a tratar, que é a criação da própria instituição de direitos humanos, porque funciona hoje uma instituição ad hoc numa situação de interministerial, onde estão envolvidos vários ministérios. Hoje, a delegação vem felicitar aos painelistas que desenvolveram o tema que nós todos precisávamos de ouvir. De ontem era importante, de hoje ainda mais, porque falou-nos daquilo que são os dividendos na governação democrática e direito e o respeito pelos direitos humanos. Na secção 5, veio falar do rolo, não é, ou do papel das instituições nacionais de direitos humanos no enraizamento, não é, do Estado de Direito, da coesão social, a paz e o desenvolvimento, que são temas, não é, pontuais para nós e que merece alguma observação nossa. Dizer que falar de direitos humanos, eu creio que seja transversal, temos que ter consciência que houve uma violação desses direitos. Porque, na verdade, nós discutimos direitos humanos, criações de instituições nacionais para direitos humanos, mas há sociedades ainda, eu falo ainda no quadro da África Central, que não têm consciência daquilo que é a violação dos direitos humanos. E é preciso não confundir a questão da consciência de violação com aquilo que nós chamamos de autoridade de Estado, porque há situações que o próprio Estado é que viola os direitos humanos, dizendo a nós, povo, que é a autoridade de Estado que está sendo imposta. Vendo esses temas, sem essa consciência, não é? Eu creio que os dois temas estão ligados, a secção 4ª e a secção 5ª. Nós não podemos falar de dividendos em nenhum momento se não há instituições de Estado que funcionam efetivamente, se os direitos humanos não são respeitados, se não houver a coesão social, se não houver a paz e o desenvolvimento. Quer dizer que a secção 5ª é a consequência, ou a secção 4ª é a consequência daquilo que acontece na secção 5ª, daquilo que foi discutido hoje de manhã. Dizer que na próxima semana os nossos altos dirigentes estarão em Genebra, não é, para a comemoração do 105º aniversário dos direitos humanos, participarão na mesa redonda que está prevista, e lá, não é, nós enquanto técnicas não podemos dizer nada por enquanto, mas lá sairão decisões daquilo que será os próximos passos para São Tomé e Príncipe relativamente aos direitos humanos. Obrigada. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter une très chaleureuse bienvenue à la suite des souhaits qui ont déjà été exprimés hier au nom du ministre des Relations extérieures par son distingué représentant en la personne du secrétaire général à l'ouverture de nos travaux. Permettez-moi également d'indiquer que mon pays, le Cameroun, se réjouit d'abriter les travaux des présentes assises marquant les 20 ans d'existence du Centre des Nations Unies pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique centrale. Je saisis cette occasion
pour réitérer nos félicitations à Monsieur le directeur ici présent et de le remercier d'avoir bien voulu proposer notre pays pour l'accueil de ces travaux. Au titre de la déclaration du Cameroun, permettez-nous d'entrée de jeu d'indiquer que le Cameroun, sous la houlette du président Paul Biya, président de la République, a fait de la promotion et de la protection des droits de l'homme un axe majeur de sa politique. Nous aurions aimé faire le point sur la mise en œuvre de la politique des droits de l'homme du Cameroun depuis l'institution du centre, donc pendant 20 ans, mais nous craignons que nous n'en ayons pas le temps matériel, c'est pourquoi nous allons concentrer notre point sur les 5 dernières années. Au cours de ces années, donc, outre de nombreux instruments normatifs élaborés sous l'égide des Nations Unies ou de l'Union africaine et ratifiés par ses soins, le Cameroun a, dans un esprit de dialogue constructif, pris part régulièrement à des sessions des organes de suivi des droits de l'homme et particulièrement aux sessions du Conseil des droits de l'homme et celles de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Dans cet esprit précisément, mon pays a non seulement soumis la quasi-totalité des rapports périodiques attendus par les instances régionales et internationales, mais aussi accepté les visites des titulaires de mandats spécifiques et contribué à des rapports thématiques de ces derniers. À titre d'illustration, se réjouissant de cet esprit de dialogue constructif que nous évoquions plus haut, le président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a adressé dans une correspondance datant de septembre 2022 au président de la République du Cameroun, a adressé ses félicitations en reconnaissant que le Cameroun était, je cite, l'État champion en matière de soumission des rapports périodiques à l'échelle continentale. Il convient par ailleurs de relever que par loi du 19 juillet 2019, la Commission des droits de l'homme du Cameroun a été renforcée tant en ce qui concerne son fonctionnement que son organisation. Je parle ici sous le contrôle du distingué représentant de la Commission en face de moi, qui peut attester de ce qu'une réflexion est d'ailleurs en cours en vue de renforcer les moyens du centre. Distingués participants, mesdames et messieurs, permettez-moi d'aborder spécifiquement le cas des droits civils et politiques. Dans ce domaine, justement, la lutte contre l'impunité, notamment en ce qui concerne les forces de défense et de sécurité, est demeurée une priorité de l'État du Cameroun. Cela est marqué, entre autres, par la répression administrative et judiciaire des abus, y compris ceux survenus dans certaines localités des régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord, en proie à des attaques terroristes. Il y a lieu de relever également qu'un code général de la décentralisation, renforçant l'autonomie des collectivités territoriales décentralisées et accordant un statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, a été adopté en décembre 2019. De plus, plusieurs opérations électorales ont été organisées avec succès, dont une élection présidentielle en 2018, des élections législatives et sénatoriales en 2018, 2020 et en mars 2023. C'est le lieu de noter, en rapport avec la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, que le gouvernement camerounais a poursuivi le dialogue engagé
pour un retour définitif à la paix dans ces régions, l'un des points d'orgue ayant été l'organisation en fin 2019 d'un grand dialogue national pour discuter des aspirations de toutes les populations camerounaises. À l'issue de ce grand dialogue national, des recommandations ont été formulées et sont en cours d'implémentation et ont débouché, entre autres, sur le plan de reconstruction et de développement des dites régions, étendu récemment à la région de l'extrême nord. Ces plans ont pour ambition notamment la restauration de la cohésion sociale, la reconstruction et la réhabilitation des infrastructures de base et la redynamisation du tissu économique local. Dans le même sens, la promotion du bilinguisme et l'inclusion sur les critères de la langue se sont poursuivies. Le Cameroun, pays soucieux du respect du droit à la liberté, les arrestations et privations de liberté ont été encadrées pour n'intervenir que pour les motifs et procédures prévus par la loi. Aussi, les manquements sont-ils régulièrement corrigés à la suite de contrôles judiciaires et administratifs dans les lieux de privation de liberté. Parce que jaloux de l'intégrité physique des personnes sous sa juridiction, tout en restant un État abolitionniste de fait depuis 1997, le Cameroun a mis en place, en juillet 2019, un mécanisme national de prévention de la torture, lequel a été opérationnalisé en 2021. Comptant plus de 1000 organes de presse, 329 partis politiques, 84 organisations non gouvernementales et des centaines d'organisations de la société civile actives dans le domaine des droits de l'homme, le Cameroun a continué à œuvrer en faveur de la protection des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme. À ce titre, des poursuites actuellement en cours ont été engagées contre des personnes mises en cause dans l'atteinte de la vie d'un journaliste en janvier 2023. Enfin, la relecture en cours de la loi du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme et des mesures incitatives et correctives ont été prises pour garantir des standards institutionnels et procéduraux du procès équitable devant toutes les juridictions, y compris les juridictions militaires. Distingués participants, mesdames et messieurs, sur le plan des droits économiques et sociaux, l'amélioration de l'offre éducative au niveau préscolaire, primaire, secondaire et universitaire, au moyen du développement des infrastructures scolaires, de l'élargissement de la carte scolaire, de la révision des programmes d'enseignement, de l'octroi des subventions aux établissements scolaires privés, de la fourniture des matériels didactifs et manuels scolaires, ou encore de la densification des effectifs des enseignants, toutes ces mesures ont permis d'accroître sensiblement aussi bien le nombre d'élèves, y compris les filles et les enfants issus de minorités, que les résultats aux examens officiels. L'amélioration de l'offre sanitaire également, par le renforcement des infrastructures et renforcement des effectifs, a eu pour résultat la réduction de la morbidité et de la mortalité en rapport, entre autres, avec l'état de grossesse ou encore des grandes pandémies. Permettez-moi, pour coller à l'actualité, de signaler sur le plan des droits sociaux, notamment de l'offre sanitaire, que vendredi dernier, le Cameroun a accueilli la visite de mettre en exergue le fait que pour Gavi, l'introduction du vaccin contre le paludisme positionne notre pays au cœur de la stratégie de Gavi visant à faire du Cameroun une vitrine de la manière avec laquelle un pays peut intégrer la vaccination comme pilier de la politique de santé publique par la prévention des maladies évitables
par la vaccination. Permettez-moi d'évoquer le cas également des droits dits catégoriels. Le Cameroun a persévéré dans l'institutionnalisation du genre en ancrant cette dimension genre dans les politiques, programmes et projets à portée générale ou sectorielle. La lutte contre la discrimination et les actes de violence à l'égard des femmes ont constitué des actes majeurs de l'action de l'État, de même que l'autonomisation des femmes et leur participation à la vie publique. Je vous fais grâce des statistiques que nous pouvons communiquer sur ce point. Sur des questions transversales, en appui à la priorité donnée aux solutions consensuelles pour adresser les principales menaces à la paix, le cadre légal sur la promotion des langues officielles a été renforcé, la législation pénale sur les discours de haine a été durcie et un comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration a été créé en novembre 2018 avec des centres d'accueil dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. En plus de l'élargissement de la carte pénitentiaire, l'État camerounais a accru le budget dédié à la couverture alimentaire et sanitaire des détenus. Et davantage, le chef de l'État a en mars 2020 pris un décret portant commutation et remise de peine à la faveur de l'éclatement de la pandémie Covid. En ce qui concerne la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, les services judiciaires et les autres organes y affectés ont continué à être mis à contribution. Tous ces efforts ont eu une incidence positive sur l'indice de perception de corruption de Transparency International sur notre pays. Par ailleurs, la garantie des droits de l'homme a connu certains défis au rang desquels le fardeau de la dette de l'État du Cameroun, certaines pratiques administratives restrictives, certaines pratiques traditionnelles néfastes, de même que des contraintes sanitaires et budgétaires qui se sont accentuées notamment avec les incidences de la Covid-19 et la persistance des crises sécuritaires dans les régions que nous avons évoquées plus haut. Ces défis peuvent être utilement adressés au regard des perspectives. En effet, le Cameroun travaille à mobiliser ses partenaires, y compris le Centre pour la promotion des droits de l'homme et de la démocratie en Afrique centrale, dont nous célébrons en ce moment les 20 ans. Le Cameroun travaille donc à mobiliser ses partenaires en vue de l'amélioration de la situation des droits de l'homme, à savoir, et sans être exhaustif, à travers l'accroissement du soutien de la coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et un plus grand partage de la prise en charge des réfugiés et un soutien plus sincère aux initiatives visant à la consolidation de la paix et du vivre ensemble, de la résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pour conclure, mesdames et messieurs, permettez-moi de noter que le Cameroun vient tout juste, le 14 novembre de cette année, il y a à peine 3 semaines, d'effectuer son 4e passage à l'examen périodique universel. C'est l'occasion de réitérer que mon pays va continuer de mettre en œuvre les recommandations issues déjà du 3e cycle en 2018 et ceux récemment issus du 4e cycle en novembre dernier, avec le concours bienveillant de tous les États membres ici présents, de tous les autres partenaires, dont la Commission des droits de l'homme du Cameroun et la société civile ici représentée, pour mettre en œuvre efficacement
les recommandations issues de ce 4e passage du Cameroun à l'examen périodique universel. Permettez-moi, une fois encore, de souhaiter à tous et à toutes un très heureux 20e anniversaire et un agréable séjour au Cameroun. Je vous remercie. Ok, merci. Je parle au nom de la COPAC, qui est un réseau régional des organisations de la société civile. Nous remercions le directeur du centre régional pour avoir pensé à nous inviter à cette rencontre combien importante. Et nous voulons dire qu'à l'issue de tout ce qui s'est passé ici, nous retenons quelques éléments importants. Le souci, c'est-à-dire le souci de tous les acteurs de pouvoir travailler ensemble. Donc on est dans un processus multi-acteurs et qui nécessite la collaboration de tous en vue d'améliorer les conditions de vie de la population, travailler dans la paix et dans le respect des droits de l'homme. Et dans ce processus, il y a un capitaine qui est l'État et qui a deux bras séquiliers qui le soutiennent, notamment la société civile et le secteur privé. Ceci voudrait dire pour nous, il n'existe aucune société civile au monde qui a développé le pays, mais c'est l'État qui développe le pays et il est accompagné, assisté de ces acteurs, ces deux bras. Et nous, à la société civile, nous avons conscience de tout cela. Nous avons également retenu un élément important, c'est que la société civile apporte une contribution, et une contribution dans ce processus de développement qui tient compte de trois éléments, trois principes plutôt. Le principe de légitimité, le principe de transparence et le principe de redevabilité. Donc nous croyons que si dans l'ensemble des structures pour le développement de notre pays, on prend en compte cet aspect de légitimité, de transparence et de redevabilité, et nous comprendrons que les droits des personnes, les droits de tout le monde, si vous voulez, seront pris en compte. Alors nous avons également, pour ne pas nous éterniser, vous avez le temps, signalé que pour que la société civile apporte une contribution efficace, il faut le renforcement des capacités. Et quand nous parlons de renforcement des capacités, il ne s'agit pas de se limiter à organiser des sessions de formation. Mais il faut former et doter ceux qui sont formés des outils de pouvoir accomplir leur mission. On peut former quelqu'un dans tel domaine, mais il n'y a pas d'outils de travail. Il rentre et il reste sans pouvoir produire ce qui était attendu. Voilà ce que je peux donner en résumé. Merci. Je ne sais pas si le représentant de l'INDH RDC veut s'exprimer aussi. Oui, je voudrais Vos dire... 3 minutes ont été avalées par la société civile, donc on vous donne 1 minute. 1 minute. D'accord. J'interviens en rapport avec la communication qui était faite sur le rôle crucial des INDH dans l'implantation, n'est-ce pas, la consolidation de l'état de droit, de la cohésion sociale et du développement inclusif. Nous sommes retrouvés complètement dans cette communication, puisque la CNDH-RDC, c'est une institution qui a le statut A aujourd'hui, et qui a un caractère quasi-judiciaire, donc nous faisons tout ce qui était prévu là-dedans. Mais si j'ai vu ce qui était dit par dans la communication, si je reviens, c'est pour faire un peu un appel à la coopération avec l'INDH camerounaise et d'autres INDH qui ont ces mandats-là de
d'examiner les plaintes. Je voudrais vraiment que nous puissions, que moi, comme secrétaire technique, je puisse avoir cette collaboration avec eux pour savoir comment ils procèdent en matière de communication de plaintes, d'examen de plaintes. Est-ce qu'ils terminent cet examen par des décisions délibérées en plénière ou c'est par une décision qui est prise au niveau du bureau? Quelle est la forme que cette communication prend? Ça, c'est une première demande de collaboration. Malheureusement, notre site, à cause des problèmes, vous ne pouvez plus entrer pour trouver ce que nous faisons parce qu'on est en train de tout reconfigurer maintenant. La deuxième demande que je fais aux INDH qui sont sur place, c'est comment elles procèdent dans la rédaction des avis, les avis qu'ils présentent au gouvernement. Quelle est la forme que prennent ces avis-là? Moi, je peux vous donner ce que nous faisons chez nous et voir ce que vous faites chez vous, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre et d'améliorer le travail. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Oui, merci de m'accorder la parole. Moi aussi, je suis Cécilie Vuzimana, je suis la représentante du ministre en charge des droits de l'homme. Ici, je voudrais juste ajouter qu'il y a la volonté manifeste et affichée du gouvernement burundais quant à la promotion et la protection des droits humains, en ce sens qu'il a créé beaucoup d'organismes qui s'occupent du respect des droits humains. En matière de justice, on vient même d'institutionnaliser la justice à partir de la collinaire. Donc il y a les notables collinaires qui sont là pour épauler les différents procès qui faisaient conflits sociaux entre les membres de la localité. Maintenant, ils sont traités à la base pour arriver dans les tribunaux de résidence, avant d'arriver dans les tribunaux de résidence. Là, c'est un pas en avant. Aussi, l'État a déjà constaté qu'on ne pourrait pas parler de développement sans droits humains. C'est de là qu'ils viennent de développer beaucoup de projets pour des stratégies et aussi des projets de mise en œuvre pour le relèvement socio-économique des groupes vulnérables, notamment les classes démunies ainsi que les peuples autochtones. Des projets sont en cours d'exécution et commencent à être exécutés pour les mettre au standard des autres communautés. Merci. Merci, monsieur le modérateur. Nous saisissons cette opportunité de quelques minutes juste pour partager quelques perspectives de l'Institution nationale des droits de l'homme du Cameroun. Bien évidemment, ayant pris connaissance et bien pris connaissance de tout ce qui avait été partagé ici. La première chose, Monsieur le Président, c'est que l'Institution nationale des droits de l'homme est bien consciente que l'INDH, pour remplir efficacement ses missions, doit davantage développer une collaboration avec les pouvoirs publics et une société civile renforcée, ainsi qu'avec des partenaires, et c'est un chantier majeur pour l'institution. Elle envisage également assurer un meilleur suivi de la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel. Monsieur le directeur des Nations Unies vient de l'évoquer, le Cameroun sort de ce site. Dans les 4 prochaines années, n'est-ce pas, en attendant le prochain cycle. C'est un travail qui est déjà en train d'être fait en interne et tous les points focaux internes sur toutes les thématiques sur lesquelles l'État a été interpellé sont déjà saisis des premières recommandations en attendant celles que le Cameroun va accepter de mettre en œuvre. Troisièmement, l'institution entend davantage s'investir dans le cadre du suivi du respect des obligations de l'État, notamment dans le cadre du rapportage vis-à-vis des mécanismes de surveillance des droits de l'homme. Et enfin, l'institution entend contribuer à encourager
des partenaires de la société civile, des médias, des organisations de la société civile en décernant, n'est-ce pas, des prix d'excellence à ces acteurs majeurs qui se seraient démarqués dans le cadre de l'exercice de leur métier en faveur des droits de l'homme. Je vous remercie, monsieur le modérateur. Juste sur la base des échanges depuis hier, dire que la société civile ne se trouve pas nécessairement dans la rue. Elle se sent aussi à l'aise dans ce type d'espace où on discute, où on échange, ces espaces de concertation et de dialogue. C'est pour ça que je voudrais dire merci au centre de nous offrir cette occasion-là. Dire aussi que le rapport société civile-État doit être pour nous un rapport professionnel. On dit souvent en entreprise que vous n'êtes pas obligé d'être des amis, mais vous devez travailler ensemble dès lors que vous êtes sous contrat avec l'entreprise. Chacun a son contrat dans la société. La société civile est là pour remonter ce qui ne va pas et les gouvernants sont là pour prendre des dispositions politiques afin de trouver des solutions durables. On n'est pas forcément obligé d'être ami-ami, mais on doit se respecter, chacun faisant son travail. Voilà ce que je voulais apporter comme éclairage. Merci. Merci beaucoup. Merci. Il m'a semblé avoir entendu de la part du distingué délégué de la RDC que la loi portant protection des défenseurs des droits humains aurait été promulguée. Si c'est le cas, nous serions intéressés que vous partagiez ça avec nous. Comme vous l'avez entendu de la part de la vice-présidente de la commission de la RCA, ils sont aussi intéressés de pouvoir adopter cela et ça peut être une bonne pratique de pouvoir avoir cette loi promulguée. Maintenant, pour la RCA, toujours la commission de la RCA a souhaité que le centre appuie la commission pour son accréditation. Je souhaite vous encourager à vous préparer en conséquence parce qu'il y a des préalables avant d'aller à l'accréditation, comme par exemple le fait de produire un rapport annuel d'exercice, mais aussi d'avoir le minimum, un budget annuel voté par le Parlement, adopté par le gouvernement, disons. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en rapport avec le centre pour avoir les orientations sur comment vous préparer à cette accréditation. Merci. Donc le tour des contributions à la fois des États, mais aussi des autres participants. Le programme prévoyait des débats interactifs dans le cadre de cette session. Il m'a semblé que la plupart des interventions ont soulevé des sujets et fait des remarques qui ont également, dans le cadre de ces échanges, obtenu quelques premiers éléments de réponse. Compte tenu du temps qui nous tient à la gorge, je voudrais regarder la salle et proposer éventuellement que nous prenions, si c'est absolument nécessaire, une dizaine de minutes, s'il y a des interventions qui restent, mais sinon que nous puissions donc, compte tenu de ce que nous avons encore dans l'agenda, avancer vers la pause déjeuner et éventuellement revenir donc tout à l'heure, dans 30-45 minutes, pour continuer les travaux et pouvoir les clôturer à l'heure prévue. Des contributions qui ont été versées au rapport de cette session, qui va encore être enrichi lorsque nous aurons obtenu les écrits pour l'étoffer et le densifier davantage. Je voudrais annoncer que la pause déjeuner va suivre, si nous pouvons la faire en 30-40 minutes, et être donc de retour autour de 15h30, 15h40, pour pouvoir aborder la session 7, qui va être consacrée au projet de déclaration de Yaoundé et à l'annonce des engagements pour
pour l'initiative Droits de l'Homme 75. Les chefs de délégation seront à nouveau mis à contribution, les partenaires. Donc, j'invite tout le monde vraiment à prendre la pause déjeuner dans le laps de temps imparti pour que nous serons de retour ici dans 30-40 minutes maximum. Sur ce, je vous remercie et je déclare close cette session. Bon appétit.